Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir Julie Bruel, que je vais laisser se présenter parce qu'elle a un parcours multiforme que je trouve très inspirant, très intéressant. Elle est dans l'accompagnement depuis plusieurs années, voire même décennies maintenant, et elle a accompagné des clients vraiment différents. Et aujourd'hui, elle a assumé une métamorphose de sa pratique en quittant le monde du coaching pour proposer des accompagnements à la réalisation de soi. Donc voilà, merci d'être là Julie, et on va passer un épisode ensemble pour partager un peu ton parcours, la richesse de ton parcours et les enseignements en fait que tu as reçus à travers ce parcours et les échanges que tu as eus avec des nombreux clients. Donc voilà, merci d'être là et je te laisse te présenter. Magnifique, merci à toi pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici, d'avoir ce temps d'échange avec toi. J'aime bien l'axe de notre rendez-vous que l'on va prendre ensemble, puisqu'on va parler aussi de la trajectoire que j'ai eue, de l'intrication entre le coaching, l'énergétique, le monde corporate et le monde entrepreneurial. C'est tout ce que j'aime, donc merci infiniment pour cette opportunité. Et voilà, quelques mots peut-être pour me présenter. Donc, je suis mariée à un homme extraordinaire que j'aime. Plus que tout, c'est mon grand bonheur. Et ensemble, on construit une vie qui nous plaît dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères de vie. Et en plus de vivre cette vie de femme où je me révèle chaque jour aux côtés d'un homme que j'aime, je suis une professionnelle de l'accompagnement depuis 2011. Et j'ai exercé d'abord dans l'industrie du luxe en tant que salariée. Et puis ensuite, j'ai basculé en 2016 pour être à mon compte et avec une particularité dans le coaching de grands dirigeants. Et puis, dans ma trajectoire, en fait, j'ai petit à petit basculé sur le monde digital. Et j'ai une approche qui est vraiment à la fois très business, très stratégique, où je vais vraiment comprendre comment les mécanismes des entreprises digitales et corporate fonctionnent et l'intrication de l'humain au sein de ces structures. Donc j'ai à la fois une dimension spirituelle très très forte, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui, et en même temps voilà, une expertise business qui est dans une recherche de justesse, de résonance pour le dirigeant ou l'entrepreneur, mais également pour les équipes et l'entreprise. Génial, merci pour la richesse de ce parcours qui, je pense, est très, enfin voilà, assez atypique en tout cas moi dans ce que je vois autour de moi dans le milieu du coaching. Et je te disais avant de commencer l'enregistrement que ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette approche à la fois coaching et à la fois énergétique, qui est, je pense, aussi une approche que moi j'ai toujours eue. J'ai toujours accompagné les gens, notamment avec le Kundalini Yoga que moi je pratique beaucoup, qui est vraiment un yoga très énergétique. Mais pour moi, c'est une vision qui est indispensable à avoir quand on accompagne quelqu'un. Et toi, tu me partageais qu'en fait, il y a toujours eu ça aussi dans tes accompagnements parce que tu as d'abord connecté en fait dans ton parcours de vie avec cette dimension énergétique. Est-ce que tu veux nous en parler en fait, comment ça a connecté pour toi dans ton chemin de vie, et qu'est-ce que toi t'en as retiré, et comment ensuite c'est venu en fait naturellement imprégner ta pratique d'accompagnante. Oui, donc avec plaisir pour en parler. Je pense que ça vient depuis que je suis toute petite. En fait, quand on est sensible ou extra-sensible, on capte des informations. Et j'ai aussi eu l'opportunité dans ma famille d'avoir ma tante qui se disait chamane, qui avait son tipi, qui tirait les cartes à Noël, qui m'a offert mon premier pendule.
Donc voilà, moi, au lycée, mon truc, c'était le tarot, lire les cartes. Mon premier livre que j'ai dû lire, c'était un bouquin d'astrologie. Donc j'ai toujours eu cette dimension de recherche, de compréhension, en fait, de ce qui se passait dans le monde invisible. Ça a toujours fait partie de moi. Et en fait, j'ai cheminé, j'ai avancé. Donc ça a commencé d'abord avec l'astro quand j'étais plutôt jeune. Après, je pense que vers mes 14 ans, j'ai eu cette quête identitaire où je suis allée chercher plus dans les religions pour comprendre, en fait, et je me suis rendu compte que toutes les religions disaient la même chose. Et du coup, je me suis vraiment ouvert, tu vois, à toutes les philosophies de vie comme le bouddhisme, l'hindouisme, pour comprendre le principe de réincarnation. Donc ça, je devais avoir vers 14-15 ans. Et puis après, voilà, j'ai basculé vers l'aromathérapie, la phytothérapie, la lithothérapie. Je me suis formée là-dessus. Donc je passais mes week-ends à lire et à comprendre le fonctionnement des pierres, le fonctionnement des plantes. Et puis, dans ma trajectoire, voilà, je suis partie après vivre aux États-Unis quand j'avais 20 ans et ça m'a reconnectée aux sagesses amérindiennes. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu en fait ce bagage-là. Ça a été ma nourriture pendant très longtemps. Et puis, en 2010, je me suis initiée au Reiki en fait. Et je me rends compte maintenant avec le recul que je pratiquais pas vraiment le Reiki, je faisais déjà ma sauce. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être accompagnée sur tous les niveaux de Reiki pour arriver jusqu'à la maîtrise et réactiver en fait des connaissances sur le chakra, le fonctionnement énergétique, les chakras, les fonctionnements énergétiques du corps. Et du coup, moi, ça m'a donné les autorisations pour voir le monde encore plus autrement que tout ce que j'avais déjà dans mon bagage. Et quand le coaching est arrivé à moi, en 2011, en fait, c'est pas moi qui ai choisi le coaching, on va dire que c'est le coaching qui est venu. J'avais déjà, en fait, tout ça. C'est-à-dire que je passais déjà pour l'illuminer. Donc, que ce soit au collège, au lycée, mais aussi dans mes études supérieures, j'ai toujours amené cette dimension de l'invisible. Quand j'ai fait mon premier master, mon deuxième master, ça partait en fait de cette dimension spirituelle et énergétique. Et en 2011, quand j'ai rejoint L'Oréal Luxe pour les marques Yves Saint Laurent, Biotherm et Helena Rubinstein, j'étais en charge en fait de la pédagogie et de la formation pour tout ce qui est retail. Donc le retail, c'est ce qui se passe dans les points de vente, pour les boutiques dans les aéroports. Donc j'étais déjà très connectée au voyage, sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et en fait, je développais des outils et du contenu pour mes formateurs. Donc j'étais un petit peu comme une formatrice de formateurs. Et je me suis très vite ennuyée sur ce job, au bout de 6 mois, même si j'avais 3 marques et que j'avais des très belles équipes. Et ma boss, en fait, est venue et m'a dit, bah voilà, moi, j'aimerais qu'on développe une méthode de coaching. Et en fait, j'ai pensé à toi. Et c'est comme ça que le coaching est arrivé. Elle m'a dit, je sais que tu aimes le développement personnel. Et en fait, elle m'a donné l'opportunité d'être non seulement coachée, donc j'avais pas le droit de le dire, c'était un petit peu tabou, c'était caché à cette période-là, parce que c'est des gros budgets pour coacher des personnes en entreprise. Et j'ai aussi développé une méthode de coaching. C'était mon objectif, il fallait que j'amène le coaching pour toute la filiale, donc pour toutes les marques, pas que les miennes, donc pour les marques comme Lancôme, comme Armani, et que ensuite j'accompagne les équipes sur le terrain. Donc j'ai énormément voyagé avec cette méthode de coaching. Donc ça a commencé comme ça en fait. Le coaching est venu à moi comme ça. Donc mes perceptions et mon intuition étaient déjà là. Et j'ai ajouté le cadre du coaching pour accompagner les équipes à augmenter le chiffre d'affaires. Parce que le but, c'était ça, c'était qu'on vende mieux et qu'on vende du coup plus. Mais mon approche, ça a toujours été de remettre l'humain au centre. Et pour pouvoir le faire, j'utilisais l'énergétique. Waouh, merci, c'est magnifique. Et ce qui m'est venu, c'est sur ce chemin que toi, tu as fait avant, en fait, qui est un chemin presque, je trouve, de reconnexion à l'âme. Est-ce que tu avais déjà connecté à un pourquoi, en fait, au niveau de pourquoi tu étais là dans cette vie? Est-ce que c'était justement pour accompagner les gens et que cette personne qui est venue te chercher, elle t'a donné l'autorisation de le faire? Ou à ce moment-là, pour toi, c'était encore un peu flou? J'ai jamais. En fait, le sens de la vie a été questionné suite, pour moi, au départ de mon père, quand il a quitté ma mère. Et c'était pas le sens de qu'est-ce que je suis venue faire ici, mais c'est plutôt c'est quoi le sens de la vie au global, en fait. Je suis pas vraiment branchée sur la dimension de la mission de vie, parce que je trouve que ça fait un peu
Enfin, pour moi, il y a un héritage militaire derrière ça qui dit, voilà, il y a une mission de vie, et du coup, ça met une pression, du coup, on va se mettre des objectifs, et on va passer en mode un peu guerrier. J'ai pas du tout cette vision, donc je me sens pas missionnée de quoi que ce soit. Pour moi, on s'incarne pour libérer, en fait, notre karma. C'est très bouddhiste, cette vision du monde, et je l'ai eu depuis ce moment, en fait, à 14 ans, où rien n'avait de sens dans ma vie, et donc j'ai questionné. Ok, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort? Et du coup, la réincarnation est vraiment venue comme une évidence. Et depuis ce moment, j'œuvre sur la compréhension des mécanismes en lien avec la vie et en lien avec la mort. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question vraiment, mais Si, c'est... si, tu réponds en apportant ta vision. Et je suis assez d'accord, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, ah, ce truc de mission, ça peut être pesant, etc. Mais en fait, je crois que ce chemin en fait de spiritualité, c'est surtout un chemin de connaissance de soi. Donc après, on apporte aux gens qui on est. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, ça a questionné le pourquoi de la vie. Mais je comprends très bien, moi aussi, après le décès d'une personne très proche ou après des maladies qui pouvaient être graves, j'ai aussi vécu un peu ça, le questionnement de pourquoi la vie en fait. Et en effet, ça m'a connecté un peu aux mêmes voies que toi, des initiations Reiki, des voies aussi de sagesse ancestrale, amérindienne, etc. Parce que c'est ce qui est venu à moi à ce moment-là et ça a donné en effet plus de sens. Et donc en tout cas pour toi, ce que tu dis, c'est que l'incarnation, c'est vraiment un choix de libération en fait. Pour moi, à partir du moment où on est incarné sur Terre, on s'inscrit dans la roue du samsara, la roue du dharma, et on a des mémoires à libérer. Et tant que on n'est pas... Enfin, le but de l'incarnation, c'est de se libérer, c'est de vivre ces libérations, et donc se libérer de son karma. Et en travaillant, en tout cas c'est ce que je fais moi depuis des années maintenant, et je le fais avec certains clients, c'est d'avoir conscience de ce poids-là, de ces mémoires, de ces sillons qui font peser comme une sorte de poids sur la lumière de l'âme et qui nous influencent aujourd'hui dans notre quotidien, parce que tout ça, la finalité, c'est quand même de bien vivre sa vie chaque jour et d'être chaque jour un peu plus heureux dans sa vie. Et quand on ressent le poids du passé, quel que soit ce passé, que ce soit le passé de cette vie-là ou des autres vies, et qu'on arrive à s'en libérer progressivement, doucement, ça met du temps, on met en lumière des nouvelles aptitudes, des nouveaux talents qui appartiennent à la lumière de l'âme et on se libère du poids du karma. Et pour moi, c'est ça le but de l'incarnation, le but de la vie sur Terre, c'est de s'accomplir chaque jour un peu plus dans cette vie-là, tout en libérant le travail, en faisant le travail de libération des mémoires. Merci. Est-ce que toi, du coup, par rapport à toi, à ton chemin, il y a des choses justement, si tu compares en fait peut-être la personne que tu étais plus jeune et la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi du coup dans ce chemin de libération, peut-être plus pour que les gens qui nous écoutent, ils comprennent concrètement en fait ce que ça permet, tu vois. J'imagine que ça permet une assise, une paix en fait à l'intérieur de soi, plus de bonheur. Est-ce que c'est aussi un chemin du coup plus de conscience en fait, de conscience des mécanismes qui peuvent être issus justement du karma, etc. Oui, c'est uniquement de la conscience. C'est la conscience qui permet ça. La conscience de soi, comprendre ces mécanismes, comprendre voilà, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments on va réagir comme ça. Donc il y a bien sûr toute la dimension psycho-émotionnelle que moi j'ai travaillé avant, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait ma première thérapie, j'avais 19 ans, donc à ce moment-là j'ai compris mes modes de fonctionnement plus avec les émotions, j'ai compris la puissance des émotions, j'ai compris que l'identification aux émotions, c'est ça qui nous fait souffrir, l'identification à nos pensées. Donc j'ai marché ce chemin d'abord pour comprendre voilà, qu'est-ce qui constitue ma personnalité aujourd'hui. Et puis en fait, le travail de la libération du karma, c'est une œuvre de la conscience. Et cette conscience, en fait, elle a eu multiples formes et multiples vies. Et aujourd'hui, de la même façon que voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais influencée par mes émotions, parce que je m'identifiais à mes émotions. Je ne savais pas que je n'étais pas mes émotions, voilà, ado. Eh bien, aujourd'hui, il y a d'autres influences, c'est un peu comme des émotions qui sont toujours là, mais elles ne sont pas marquées par cette vie actuelle, elles viennent en fait des réminiscences du passé. Et donc ça amène encore plus de conscience de soi, ça amène
comme une vision encore plus globale de la vie, non seulement pour soi, dans sa relation aux autres, dans le travail que je peux proposer à mes clients, mais aussi dans ma compréhension des mécanismes sur Terre, des principes dans les différents, je sais pas, gouvernements, sociétés. Tu vois, ça t'amène une vision de la vie complètement différente que celle où je suis juste bloquée sur papa, maman, mes émotions. Tu vois, c'était les premières briques que j'ai travaillées. Et en fait, ça a été la continuité. Donc, il n'y a pas une ancienne version, une nouvelle version, c'est juste une conscience de soi qui se modifie avec le temps et qui fait qu'on embrasse toutes les parties de soi. Ouais, merci ce que tu partages sur l'identification. En effet, je trouve que au début, quand on manque de conscience, Et de on se sent confiance. exactement, on se sent complètement identifié, soit à des émotions, soit à des parts de nous qui sont blessées. Et moi, c'est un travail que je continue aussi de faire, de voir en fait les personnages ou en tout cas les parts de moi qui agissent et qui sont parfois à la racine de certaines actions et me prendre conscience que je ne suis pas ces parts-là, que je suis pas ce personnage-là et que juste déjà me désidentifier, en fait, c'est déjà un premier step et une condition sine qua non, en fait, pour me libérer du mécanisme qui est souvent un mécanisme qui est pas au service de la lumière de l'âme, comme tu dis souvent. Est-ce que c'est aussi ça, toi, que Tout à tu... fait. Oui, c'est-à-dire que on a des mécanismes aujourd'hui, des mécanismes de réaction, des mécanismes de peur, des mécanismes, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans des schémas de manque, en fait. Ça a activé des manques. Donc, on peut regarder juste dans cette vie-là, qu'est-ce qui s'est passé, la relation à l'argent, donc tout le travail qui est fait sur la conscience par rapport à l'argent, par rapport à papa, maman, les conditionnements, tout ça, ça c'est une première étape. Mais en fait, on vient avec un karma. Donc, dans beaucoup d'autres vies, il y a aussi eu une relation de manque à l'argent. Et pour pouvoir vraiment œuvrer sur une abondance authentique, pas celle qui vient juste de la pensée, ce que j'appelle le mindset magique. Donc, c'est bon, l'argent arrive à moi, tout va bien, tout ça. C'est vraiment, non, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, je me sens dans le manque. Et la période du Covid a été très intéressante parce qu'elle a fait ressortir beaucoup de comportements que normalement les gens n'auraient pas eu. Et c'est ce normalement-là qui fait que moi, ça me questionne. Et je me dis, en fait, ça peut pas être juste cette vie-là qui influence ça. Il y a derrière tellement d'autres mécanismes inconscients qui influencent en fait la structure de la pensée de par des mécanismes inconscients. Donc c'est génial de faire le travail là de ok, qu'est-ce qui se joue maintenant. Et moi, c'est toujours, je le ramène toujours à l'instant présent. Mais parfois, des personnes vont travailler sur elles, vont faire je sais pas, de l'EFT, vont faire de l'hypnose, vont faire plein de choses pour se délester en fait d'un poids, mais ça suffit pas. Et elles ont fait des heures, voire des années de thérapie, de coaching. Elles sont allées voir plein de professionnels, mais il y a toujours ce poids en fait qui est pas parti, parce que la racine, elle vient d'ailleurs. Et c'est ce travail-là pour moi qui libère pleinement la conscience. Je ne sais pas si ça illustre un peu plus. Mais... Si, ça illustre et je pense que ça va éclairer beaucoup de gens. Moi, je suis accompagnée aussi par quelqu'un qui a cette approche en fait de karma, etc. Et je suis très contente d'avoir trouvé enfin quelqu'un qui est un thérapeute, qui a une approche thérapeutique, mais qui a aussi cette approche-là, très spirituelle. Et c'est un peu comme l'énergétique et le coaching, comme on disait. C'est pour moi, c'est presque incomplet de faire que de la thérapie sans cette conscience-là. Et donc, je trouve que c'est génial. Et j'en parlais avec d'autres amis entrepreneurs la semaine dernière et une d'entre elles disait, en fait, j'ai vraiment été voir beaucoup de gens, mais j'ai l'impression que la peur du manque à l'intérieur de moi ne me quitte jamais. Et pourtant, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et donc, je pense que ça pourra éclairer beaucoup de gens, ce que tu partages en lien avec voilà cette approche, en fait. Exact. Et ce qui est clé, c'est est-ce que la personne qui accompagne fait aussi ce travail-là? Parce que ça aussi, bon après je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a aussi à marcher ce chemin d'abord pour soi. Et ça, c'est vraiment une des précautions quand on va œuvrer avec un thérapeute ou quelqu'un qui nous amène dans cette dimension du karma, c'est est-ce que cette personne, elle fait aussi? Est-ce qu'elle a aussi libéré ça ou est-ce qu'elle a les clés pour accompagner dans une libération qui va venir impacter la vie du quotidien maintenant? Et que ce soit une spiritualité, que ce soit un travail, une œuvre intérieure qui vienne impacter aujourd'hui.
et pas juste je fais le travail du karma, et je sais que j'ai ça, bon bah je le sais. Ok, mais qu'est-ce que ça change comment est-ce que ça va t'amener à libérer des mécanismes qui vont avoir un impact maintenant. Et c'est pour ça que tu vois, tu sens, je pense, derrière l'énergie du business, parce que on peut faire beaucoup de développement personnel, spirituel, rester là dans des hautes sphères, mais ma vision et mon approche, c'est ok, maintenant comment on le replugue au quotidien, et pour les entrepreneurs, parce que moi je suis très liée au monde des affaires, donc les dirigeants, comment ça se retraduit dans le quotidien de l'entreprise, dans le quotidien d'un dirigeant, dans le quotidien d'une équipe, etc., etc. Parce que si ça change pas la vie, ça sert à, c'est pas que ça sert à rien, mais autant aller se faire masser, tu vois. C'est un peu, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je te remercie vraiment. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui parfois m'ont dit ah j'ai cette personne qui m'a fait une lecture karmique et dans une vie antérieure j'étais ci et ça, ou dans tel voyage j'ai vu que dans une vie antérieure j'étais ci et ça. Mais il n'y a pas la deuxième partie. Il n'y a pas la suite, tu vois. C'est comme si on te laissait un peu au milieu du chemin, je trouve. Ouais. Et donc voilà, après, je trouve que c'est important de faire la suite. Et je trouve presque que cette première partie seule, elle dessert plus qu'elle ne sert, tu vois. Tout à fait, c'est vrai, c'est très juste. En fait, elle vient nourrir le mental, du coup, l'ego va s'en saisir, et puis après, ça peut aussi faire porter un poids, on va se raconter des histoires, donc en fait, on s'en fout quelque part de l'information karmique, on s'en fout de savoir qu'est-ce que tu as été avant. Ce qui compte, c'est comment est-ce que ça a de l'influence aujourd'hui dans ta vie maintenant, et c'est ça la clé. Et une fois qu'on a compris c'est quoi l'influence, comment je fais pour m'en libérer, il y a plusieurs étapes dans le processus, donc faire une lecture karmique pour faire une lecture karmique, ouais, ok, mais so what? Donc oui, il y a des souffrances derrière, il y a des maltraitances. Génial, merci beaucoup. Et dans cette approche, toi, qu'est-ce que tu utilises en fait pour accompagner sur, on pourrait dire, cette deuxième partie, donc la libération en tant que telle d'une mémoire karmique? Est-ce que tu as une approche spécifique ou c'est quelque chose que tu as peut-être créé toi-même au fur et à mesure de ton chemin? Non, je me suis fait guider, parce que je pense que sur ces sujets-là, je me méfie beaucoup de moi-même, donc je préfère avoir comme des rétroviseurs, une personne qui me guide dans la justesse de ce que je peux canaliser, parce que l'enjeu pour moi, c'est donc de me connecter, d'aller chercher de l'information, que cette information elle soit juste pour moi et juste pour la personne. Et donc les processus que moi j'utilise, ce sont des méditations de connexion, et je vais avoir accès à de l'information en fonction de ce que je souhaite travailler, ou du sujet qui est amené de par mes clients. Je vais avoir différentes forces célestes, si je peux les appeler comme ça, différentes lumières avec lesquelles moi je veux œuvrer, qui vont me transmettre de l'information et que je vais retranscrire, et à laquelle la personne va aussi avoir accès, elle va pouvoir travailler pour elle. Donc c'est une approche de méditation de connexion où on œuvre sur la conscience. Génial, merci. Et tu disais que pour toi, ça fait vraiment sens en fait de proposer ça notamment à des personnes qui sont dans le milieu du business, donc des dirigeants ou des entrepreneurs. Et justement, j'avais envie de t'inviter à partager ce que toi, tu as aimé quand tu as eu toute cette période de vie où tu as accompagné des dirigeants d'entreprise. Est-ce que, qu'est-ce que tu as préféré dans cette façon d'accompagner les gens? Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu switcher pour accompagner plus des entrepreneurs du digital, ou des entrepreneurs plus solo qui avaient des entreprises, j'imagine, de taille peut-être moins importante? Yes. Merci pour cette question que j'adore. Ce que j'ai aimé, c'est assez facile pour moi. En fait, je pense que je suis un peu feignante, et moi j'aime la facilité. Et je pense que quand on est dans sa facilité, on est aussi dans sa zone de génie, dans ses talents. Et pour moi, accompagner un dirigeant, c'est tellement facile. Donc la première chose que j'ai aimée, c'est la facilité, euh, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et ce qui me plaît dans ces accompagnements-là, c'est l'impact. Parce que quand tu accompagnes un dirigeant d'entreprise, c'est pas qu'un dirigeant, c'est un dirigeant, des équipes, l'énergie d'une entreprise, la conscience d'une entreprise. Donc, j'ai fait des séminaires où j'accompagnais que des équipes. Et en fait, l'impact que tu as, il est limité si tu ne touches pas la tête de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est extraordinaire d'accompagner un dirigeant sur du long terme. Les plus longs que j'ai eus, ça pouvait être, je crois, 2 ans, 2-3 ans. Donc avec un suivi dans l'équipe, et là tu peux vraiment amener de la transformation profonde.
Donc ça, pour moi, c'est du petit lait, j'ai envie de dire. Et puis, j'avais les informations, je les ai toujours, mais j'avais information. C'est-à-dire que pourquoi c'est facile pour moi? Parce que dans l'invisible, je voyais les nœuds, je voyais où est-ce que ça bloquait, je voyais la structure, enfin, je vois en fait où est-ce que ça coince. Donc, c'est très aisé pour moi. Et la deuxième chose que j'adore dans le coaching de dirigeants, c'est la politique et la stratégie. Et je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Il faut être équipé pour. Et voilà, moi j'ai eu cette expérience dans des très grosses entreprises de luxe où il y a beaucoup de politique et stratégie. Et c'est quelque chose que je sais manier, dans lequel je sais remettre de la lumière dans des mécanismes qui peuvent être destructeurs, manipulateurs. Et donc c'est comment se servir en fait de l'énergétique, de la conscience, de la lumière pour manier la politique et la stratégie avec voilà, beaucoup de délicatesse et beaucoup de noblesse. Et ça me plaît. Waouh, bravo. En effet, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est une vraie, un vrai art de pouvoir intervenir dans ces zones-là où il y a beaucoup de politique, beaucoup de. Moi, j'étais avocate d'affaires avant, dans des grands cabinets anglo-saxons à Paris ou à l'étranger. Et il y avait aussi beaucoup de politique. Et voilà, moi, j'observais ça parce que bon, j'étais plus jeune, tu vois, j'étais pas à ces niveaux-là de. Enfin, j'étais pas partie prenante directe de Bien ces sûr. jeux, mais c'était aussi intéressant, je trouve, d'observer ces jeux. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de lumière à ramener beaucoup de conscience. Et je trouve ça magnifique que tu aies fait ça parce que je pense que ça change en profondeur le monde des affaires de façon très subtile. Tout à fait. Je continue de le faire parce que là, en ce moment, j'ai moins de clients corporate parce que c'est aussi un choix et ça répondra à ta deuxième partie de question sur pourquoi est-ce que je suis allée plus vers des entrepreneurs solo ou des équipes ou des entreprises plus petites. Mais pourquoi c'était aussi facile? C'est parce que j'avais les informations. Sinon, euh, tu vois, je le travaillais pas d'un point de vue mental, parce que l'intellect ici ne peut pas égaler mon intellect ne peut pas égaler l'intellect d'un dirigeant. Il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus instruit, il a beaucoup plus de connaissances. Ça se jouait sur d'autres plans en fait, et c'est ça qui a amené la magie, et c'est ça qui a fait que j'ai aussi bien fonctionné. Donc en fait, moi, j'étais pas sur les réseaux à cette période-là, j'avais pas de site internet, c'était vraiment le bouche à oreille d'un dirigeant à un autre dirigeant. Et j'avais un peu ma signature. Ils venaient me chercher pour justement la dimension énergétique et émotionnelle, parce que j'arrivais à capter leurs émotions alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas conscience. Et j'ai voulu shifter parce qu'en fait, il y a eu plusieurs choses. Ça a été la fatigue d'accompagner des dirigeants qui font passer le coaching en arrière-plan. Parce qu'en fait, ces mecs et ces nanas, ils sont overbookés et ils ont toujours du retard et ils ont toujours une bonne raison de ne pas honorer les rendez-vous de coaching. Et j'en avais un peu marre que mes rendez-vous passent après ou que mes rendez-vous sautent. Donc ça a été vraiment l'élément, on va dire, déclencheur. C'était le manque d'engagement, notamment aussi parce que c'est pas eux qui payaient, c'était l'entreprise. Donc c'est ça qui m'a fait basculer vers un entrepreneuriat conscient, où les personnes qui s'investissent vont payer avec leur propre argent. Déjà, ça change tout. Un dirigeant qui paye lui-même versus un dirigeant où c'est l'entreprise qui paye, donc c'est-à-dire qu'il est salarié, c'est pas le même engagement. Et ça, voilà, c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. Donc ça a généré sur du long terme de la frustration. Donc j'étais fatiguée du manque d'engagement. Et la deuxième chose, c'est que j'étais fatiguée du présentiel. Alors je sais que c'est très bizarre ça va un peu à contre-courant de tout ce qui se dit, où le présentiel c'est génial. Moi, je fais du présentiel depuis 2008. De 2008 à 2020, en fait, le Covid a arrêté mes séminaires. Mais j'ai fait énormément de salons, d'événementiels, de séminaires quand j'étais chez L'Oréal ou quand j'étais chez Dior. J'étais en séminaire presque toutes les semaines. Enfin, je voyageais beaucoup, j'avais des équipes à aller voir, j'étais sur le terrain. Et puis après, quand j'étais à mon compte, j'ai créé mes propres séminaires. En 2020, j'ai fait un séminaire à Megève avec une directrice générale et son comité de direction. Et donc ça, c'était juste avant le premier confinement. Et j'en ai fait un en septembre 2020 en Corse, avec une équipe de 20 personnes et le comité de direction. Et en fait, j'adore faire ça, mais j'en ai trop fait. Et basculer sur le digital, pour moi, ça a été un espace ressource. Ça va à l'encontre, hein. C'est pour ça que je te dis, c'est surprenant. Et j'ai été fatiguée de l'événementiel. Et ces gens-là, cette typologie de personnes, ils ont besoin d'aller au bureau, ils ont besoin de te voir.
Donc je recevais beaucoup, donc j'avais un bureau à Paris où je recevais dans des hôtels, les lobbies d'hôtels, les bars d'hôtels de luxe à Paris. Je faisais mes rendez-vous là-bas. Et en fait, c'est fatigant pour moi. Et on en a parlé en dehors juste avant. Changer d'énergie, de lieu, tout ça, voilà, j'en pouvais plus en fait. Donc c'est ça qui m'a fait basculer sur le web. C'est ça qui m'a fait aller chercher un autre type de dirigeants. Donc j'ai des dirigeants aujourd'hui qui ont des équipes, mais c'est des entreprises qui sont digitalisées pour la plupart. Et du coup, c'est génial parce que j'ai l'approche corporate avec toutes les stratégies, avec tout ce que ça demande, avec des très grosses équipes. Ça, j'ai cette expérience et cette expertise. Et puis maintenant, je l'ai aussi sur le digital. Donc ça fait un merveilleux combo quand je dois adresser de la stratégie business. Ah, merci de ton partage et je comprends très très bien, déjà parce qu'on le partageait tout à l'heure aussi Oui. ensemble, que moi vraiment je ramène chaque année davantage de conscience sur le moindre de mes déplacements parce que je vois que un déplacement ça peut être source d'une forme d'extraction énergétique à l'intérieur de moi, de désancrage. Donc j'imagine qu'une vie où on est toutes les semaines en déplacement et plusieurs fois par jour dans des lieux différents, ça demande un niveau d'énergie et un degré d'ancrage voilà, qui est très important en tout cas. Et enfin voilà, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je trouve ça super que tu aies écouté ça. Et je constate aussi que moi, j'accompagne des personnes et on fait parfois du présentiel, parfois du en ligne, et ou que du en ligne en fonction d'où sont les gens, etc. Et ce que j'observe, c'est que dans le en ligne, les gens en fait se sentent moins sous mon regard et s'autorisent plus à aller en profondeur dans des émotions qui peuvent être inconfortables. Donc, comme toi, il y a beaucoup de gens qui disent que trop de en ligne, ça peut être et le présentiel, les gens ont envie de plus de présentiel. Mais moi, j'observe quand même aussi que dans le en ligne, c'est comme si les gens se sentaient plus dans leur cocon, dans leur sécurité. Et il y a quelque chose qui se passe qui peut se libérer davantage parce que les gens se sentent protégés, en fait. Oui, c'est très juste. Déjà, ils sont chez eux, généralement, donc ça aide aussi. Oui, en réalité, je ne sais pas si c'est mieux pour mes clients, mais ce que je sais, c'est que c'est mieux pour moi. Et j'ai fait un présentiel l'année dernière. Je l'ai testé, tu vois, avec quelqu'un qui est venu chez moi, tu vois. C'était pas un bureau, mais c'était chez moi. Et honnêtement, j'ai pas aimé. J'étais épuisée, en fait. Et si moi je suis épuisée, j'imagine que la personne en face, elle est aussi épuisée, parce que c'est trop d'informations pour moi. Et recevant de l'information avec mes capacités extrasensorielles et ma médiumnité, je suis saturée d'informations quand je vois les gens en vrai, dans mon travail. Donc ça demande en fait d'avoir cette conscience, comme tu l'as dit, de son énergie, de son chi. Et ma philosophie, c'est que si c'est fatigant pour moi, c'est pas juste pour moi, alors c'est pas juste pour la personne en face. Donc c'est aussi ça qui fait que sûrement c'est mieux pour mes clients. Je l'espère de tout cœur, mais en tout cas moi, je peux pas donner le meilleur. Et je pars toujours de ce principe que quand un client il s'engage avec moi, il mérite d'avoir le meilleur de mon énergie et de ma capacité de présence. Et ma capacité de présence aujourd'hui, elle est beaucoup plus efficace quand je suis digitalisée. J'adore. Merci beaucoup de ce partage. Je rejoins complètement tout ce que tu partages. Merci. Que, en effet, ce qui est juste au service de notre énergie, en fait, c'est ça qui est juste. C'est un switch que j'ai fait, je crois, en 2018-2019. Je m'intéressais beaucoup aux questions écologiques et donc, tu vois, j'étais prête à perdre beaucoup d'énergie pour limiter, en fait, des conséquences de potentiel transport, etc. Et ensuite, j'ai switché vers cette conscience, en fait, plus énergétique en me disant, en fait, si c'est un moyen qui me permet de respecter mon énergie et ma vitalité, alors c'est juste. Tout à fait. Donc, merci de ce partage, de revenir Avec à la plaisir. justesse. Oui. Et du coup, pour faire un peu un miroir aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes quand tu accompagnes ces personnes qui sont plus entrepreneurs du digital, soit solo, soit qui ont des grandes équipes, mais du coup, ce monde qui est quand même différent du milieu des dirigeants? C'est la même chose. La même chose parce que ça reste l'impact que le travail que je peux proposer amène en termes de conscience, de réharmonisation pour un monde meilleur. Je choisis mes clients et je travaille avec des personnes qui ont quand même envie de contribuer sans s'oublier. Donc je pense que c'est l'impact. Et puis malgré tout, ça reste aussi la dimension stratégique parce que c'est ce que j'aime dans le business, c'est comment faire le moins d'actions possible pour qu'elles aient le plus d'impact.
comment avoir le message le plus affûté pour qu'il résonne pile poil au bon endroit pour la bonne personne, comment avoir un marketing qui soit à la fois révélateur et libérateur pour la personne et en même temps résonnant pour l'audience. C'est vraiment un ajustement entre l'entrepreneur et le monde en face, l'audience en face. Et ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Non pas que je recherche la rapidité, mais il y a une agilité dans le monde du web que tu as beaucoup moins dans des entreprises physiques. Forcément, tu as des lieux, tu as des bureaux, c'est beaucoup plus lourd pour faire bouger des structures, alors que quand tu es sur des entreprises digitales, c'est plus fluide et léger. Donc moi, en termes d'énergie, ça me demande moins d'énergie pour avoir plus d'impact et plus de résultats. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime, cette bascule de l'énergie dans la matière. Comment l'énergie va se cristalliser dans la matière, et cette matière, c'est celle de l'entreprise, pour amener plus de bonheur, plus de douceur. Moi, j'œuvre pour aussi cette douceur, cette justesse, cette résonance, et plus d'abondance. Abondance financière et abondance de cœur, véritable. Non pas avec un marketing bling-bling qui envoie des messages et derrière, on sent que c'est creux, mais un vrai marketing qui soit dans cette générosité de cœur qui amène en fait une générosité financière. Génial, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on se parle alors que l'année dernière, tu as fait un vrai switch. En fait, tu as choisi de quitter le monde du coaching pour créer ta propre façon d'accompagner. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler et peut-être nous partager le pourquoi de ce switch et aujourd'hui ce que tu proposes et comment tu t'épanouis en fait dans cette nouvelle forme d'accompagner? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, le coaching, comme je te l'ai partagé, j'ai été formée au coaching en 2011. Donc en 2022, après 11 ans de bons et loyaux services, avec une certification, avec un mémoire, un master, enfin tout ce qu'il faut, parce que c'est comme ça, je suis comme ça, surtout quand on travaille avec des dirigeants, on a besoin aussi d'avoir en face les diplômes et la reconnaissance qui va faire que tu vas pouvoir être embauché par des grosses entreprises parce que tu as tout ce qu'il faut. J'ai adoré accompagner en coaching. Je suis allée au bout, en fait. Pour moi, c'est un cycle pour moi-même de pratique. Après 11 ans, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai accompagné des solopreneurs, des dirigeants, j'ai accompagné des équipes, j'ai fait des gros séminaires, des plus petits. C'est comme si j'avais expérimenté tous les outils du coaching pour en arriver à l'année dernière où j'ai transmis les fondamentaux. Pour moi, ça a été un gros cap de me dire, OK, est-ce que je suis légitime ? C'est fou, mais moi, je me demandais, est-ce que je suis légitime pour transmettre le coaching ? Donc, c'est pour te dire quand même le chemin. Avec toutes ces années de coaching et ces accompagnements de dirigeants, je me suis dit en 2022, peut-être que tu pourrais transmettre ce métier que tu maîtrises très bien. Donc, je me suis autorisée à créer ma formation sur les fondamentaux du coaching, qui est dispo sur mon site aujourd'hui à la vente. Et puis, après, je me suis dit, mais ça serait comment de peut-être transmettre aussi le coaching de dirigeants ? Donc ça a été l'étape d'après, dans mon chemin en 2022, 2021-2022. Et là, j'ai eu une première, il n'y en aura qu'une, une première édition, et là, une seule de Master Coach, où j'ai accompagné des femmes qui ont voulu apprendre en fait les techniques et l'énergétique pour accompagner des dirigeants. Et là, c'est comme si j'avais bouclé un peu, si tu veux, une boucle où j'avais tout exploré et puis j'avais transmis. Alors, je ne sais pas si on a tout exploré, mais j'avais fait beaucoup. Et j'ai senti qu'il était temps pour moi d'œuvrer uniquement à partir de ma médiumnité. Et donc, c'est ça le shift. Ça veut dire que j'arrête pas l'accompagnement, j'accompagne toujours. Et en fait, la proportion de la médiumnité, elle a toujours été là, mais j'étais dans un cadre défini qui est celui du coaching. Le coaching, c'est très en lien avec la matière. Le coaching, c'est ce qui nous permet d'atteindre des objectifs. Donc ça fonctionne très bien, on travaille beaucoup avec le mindset, on travaille avec la visualisation, on a beaucoup d'outils. Moi, j'ai toujours eu l'approche énergétique, donc même si je remplissais tous les critères bien comme il faut de ce métier, c'est un métier professionnel, j'avais mon approche. Et en fait, la part de la médiumnité avait envie de plus s'exprimer. Et donc, c'est ça qui a shifté. Et aujourd'hui, j'accompagne uniquement à partir de mes perceptions et de ma médiumnité. Ça veut dire qu'avant, le client venait en coaching
Et c'est lui qui était la matière, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on partait de ses besoins, on partait de ses problématiques, on partait de ses objectifs. Et aujourd'hui, je me positionne davantage comme je fais une étude en amont de l'énergie du client, de l'énergie de l'entreprise, de la conscience, de qu'est-ce qui se joue, où sont les blocages. Et dans la première séance, je lui fais une retranscription de ce que moi je vais lire. Donc, c'est-à-dire que mon feedback de coaching, c'est devenu un feedback médiumnique. Et donc, on gagne énormément de temps parce que généralement, c'était ce qu'on faisait en séance de coaching, mais le temps que la personne le dise, en prenne conscience, qu'on respecte le cadre du coaching, on perdait en efficacité. Et donc là, on a basculé complètement avec mes clients dans cette dimension où je ne vais que chercher la résonance de ce que moi je peux voir dans l'énergie. Génial. Bravo. Je pense que, ouais, en effet, comme tu dis, et c'est ce que moi je te disais avant de lancer l'enregistrement, c'est à quel point je vois la beauté et la puissance de la complémentarité entre une approche énergétique en tout cas une approche médiumnique et le coaching, parce que je trouve que les deux, en fait, c'est comme si on apportait presque le yin et le yang ensemble. Je sais pas si ça résonne pour toi. C'est comme si les blocages qu'on peut mettre du temps à débloquer en coaching, ou voire même sur lequel le coaching n'arrive pas à avoir de l'impact, avec une conscience énergétique et médiumnique, on peut très vite apporter un switch de ça, et du coup ça libère la personne pour qu'elle puisse enfin avoir l'élan d'aller vers là où elle veut aller, alors qu'avant c'est comme s'il y avait des fils qui la retenaient en fait dans l'énergie. Est-ce que toi voilà, c'est aussi quelque chose que tu as observé en fait, ou peut-être quelque chose à l'inverse, c'est peut-être quelque chose dont tu n'avais pas conscience, vu que tu as toujours accompagné comme ça, c'est peut-être justement ça que les gens venaient chercher, comme tu disais chez toi, parce que avec d'autres coachs ils trouvaient pas ça, et du coup les gens n'allaient pas aussi loin, j'imagine. Oui, le feedback tel que tu le dis, le feedback médiumnique, je l'ai toujours pratiqué. Donc c'est ça qui a fait que j'avais des résultats avec mes clients. Et c'est vrai qu'il y a une complémentarité entre coaching et énergie. Enfin, pour moi, c'est tu vois, coaching, thérapie, énergétique, pour moi, ça devrait être tout ensemble. Ça devrait être qu'une seule approche, en fait. Et on devrait faire le best of both worlds, là. On devrait vraiment amener ça. C'est ce que moi, je proposais dans ma pratique en tant que coach, et c'est ce que j'ai fait pendant 11 ans, en fait. Et pour moi, ça a vraiment fonctionné. Mon shift, après, c'est plus... Encore une fois, je le fais pour moi, j'ai envie de me délester et d'aller chercher encore une autre façon d'accompagner. Tu vois, je n'ai rien à reprocher au coaching parce que j'ai adoré accompagner comme ça. J'ai adoré faire... et dans les fondamentaux du coaching, tu vois, j'explique comment on fait un feedback en s'appuyant sur son intuition, en mettant un cadre sécurisant pour le client, mais en même temps où on va s'autoriser soit à aller chercher de l'information pour transmettre ça au client. Donc, si tu veux, ça, je l'ai toujours eu. Et pour moi, je rêve d'un monde où le coaching ne soit pas juste, OK, comment on pose des questions, tu vois, on pose des questions aux clients. Non, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est tellement 2010. Tu vois, maintenant, on est dans une autre ère et il faut intégrer tout ça. Et c'est ça qui va vraiment apporter des transformations. Dans mon chemin personnel, j'ai envie d'expérimenter et d'explorer encore une autre façon d'accompagner que je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, c'est encore différent, tu vois. C'est un autre cadre, c'est un cadre qui n'est plus celui du coaching, qui n'est pas celui de la médiumnité classique. Donc, je suis en train de l'expérimenter et je le fais surtout parce que dans ce processus, c'est moi que ça révèle aussi. J'apprends énormément sur moi en travaillant mes contenus, en travaillant mes accompagnements, en me connectant et en recevant de l'information d'abord. Je ne sais pas si ça est clair ou si ça apporte la réponse au bon endroit, tu vois, je me pose la question. Si, en tout cas, il y a une émotion, enfin, j'ai presque des larmes qui sortent là de beauté, voilà, cette autorisation. Je vois vraiment quelque chose qui s'épanouit, tu vois, à trouver cette nouvelle posture, en fait, ce nouveau chemin pour accompagner pour toi. Et je suis tellement heureuse, en fait, de t'entendre partager à la fois cette vision pour toi qui est évidente de réunir coaching, thérapie, énergétique, et d'apporter une nouvelle image en fait du milieu de l'accompagnement et du coaching, qui a besoin d'aller plus loin que le simple fait de poser des questions. Et je trouve que encore peu de gens disent ça, et moi ça correspond complètement à ce que je ressens depuis toujours, je pense.
mais que les formations en coaching ne nous transmettent pas forcément toujours ça. Ça dépend de avec qui on se fait former aussi. Mais en tout cas, je suis complètement comme toi, que tout le monde gagnerait à être complètement réuni. Et moi, j'échange de plus en plus avec des personnes qui sont thérapeutes, vraiment que thérapeutes, pour faire des ponts en fait avec nos pratiques et aussi s'inspire de la mienne et d'une approche aussi plus spirituelle, etc. Et je pense que, comme tu dis, il y a vraiment quelque chose dans une réunion des mondes et des compétences, des savoirs, des expériences de chacun à faire. Qu'est-ce que toi, tu vois pour le monde, justement, de l'accompagnement dans le futur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens qui vient ou qui, en tout cas, quelque chose dont tu rêverais? Moi, ce dont je rêverais, ça serait que chacun soit là où c'est juste pour lui d'être et non pas là où la personne veut être. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Exactement. Non, Et je ça, vois. c'est mon aspiration profonde. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie faire partie d'une quelconque industrie. Je sais plus dans quoi je l'ai partagé, mais je me sens vraiment dans un océan bleu. Tu vois, je me sens à part. Parce que je ne suis pas du tout en résonance avec beaucoup de choses que je vois en termes de pratique sur ces métiers de l'accompagnement. Parce que pour moi, les personnes se sentent appelées à devenir quelqu'un qui correspond à une image. Et cette image, en fait, moi, de par mes perceptions, je me dis, mais en fait, ça, c'est pas toi. Ou c'est pas, ça correspond pas à ton énergie, ça correspond pas à ta lumière, t'es pas au bon endroit, en fait. Donc, je vois bien que t'as envie d'être là, parce que ça a l'air tellement bien. Parce que tu vois, le marketing, les gens, quand ils en parlent, voilà, tout le monde veut être coach. Tu vois, on va prendre un exemple concret. Tout le monde veut être coach. Moi, je suis depuis 2011. Donc, moi, je vois cette vague. À l'époque où moi, je suis devenue coach, c'était la mode des décoratrices d'intérieur. Tout le monde voulait devenir décoratrice d'intérieur, magnifique. Et puis après, il y a tout le monde veut devenir coach. Parce que tu comprends, quand tu es coach, c'est facile de gagner ta vie, tu peux travailler n'importe où, etc., etc. Mais en fait, premièrement, tout le monde n'est pas fait pour faire ce métier-là. Deuxièmement, je pense qu'on a tous des talents uniques et que vouloir être quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas, c'est se couper en fait de cette énergie-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un gros discrédit sur des coachs, sur des thérapeutes, sur une spiritualité qui est complètement, voilà, c'est de l'esbrouf, j'ai envie de dire, c'est du marketing. Et moi, ça, c'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve, c'est que chacun rentre à l'intérieur, ressente et se dise, ok, c'est quoi ma place? J'ai pas choisi d'être coach de dirigeant. En fait, c'est une évidence. C'est pas mon ego qui s'est dit, vas-y, viens, ça va faire bien. Parce qu'en fait, j'étais une outsider quand j'étais en master de coaching. J'étais la plus jeune dans l'école. J'étais avec, tu vois, j'avais même pas ma trentaine. Elles avaient toutes 45, 50 en reconversion RH et tout. Et moi, c'était hyper inconfortable pour moi, mais c'était l'appel que j'avais à l'intérieur. Mais je me suis pas dit, ça va faire bien quand je vais faire mon marketing, de dire que je suis coach de dirigeant. Non, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce qui vibre. Et ça, voilà, je sais pas si je suis claire, mais Si, c'est mon aspiration profonde. je suis d'accord avec toi et c'est comme si je mesurais beaucoup en ce moment l'importance de ce mot de justesse. Et en effet, ça nécessite beaucoup de conscience de se détacher de cette image qu'en plus les réseaux sociaux, je trouve, amplifient en fait. De cette image que les autres nous renvoient, qui souvent est qui est toujours partielle de leur réalité, et de ce que nous, on peut aussi chercher à renvoyer, et de revenir à la justesse. Et il y a beaucoup de diktat presque, je trouve, dans le business, où moi, de plus en plus de gens autour de moi me disent, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Et puis bon, moi, quand tu vois, quand je prends le temps de ressentir avec moi-même, toujours pas, c'est pas juste à l'intérieur de moi. Donc peut-être un jour ce sera juste, tu vois. Mais en tout cas, enfin voilà, je trouve que ça nécessite beaucoup de conscience de ne pas se laisser pluguer sur des choses qu'on nous invite à faire pour que ça marche, pour de la réussite, pour du succès, et ensuite du coup pour une image en fait. Exactement, c'est l'œuvre que je propose. C'est ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait avec des dirigeants d'abord en entreprise, et là c'est ce que je propose, de reconnecter à ça en fait, ok, mais c'est quoi ta vérité à toi? Parce que là tu t'es laissé embarquer
dans des schémas qui ne te correspondent pas, qui te font souffrir. Et en fait, au bout d'un moment, tu te reconnais même plus. Donc tu t'éteins. Ou alors tu es galvanisé. C'est soit tu te reconnais plus, soit tu es galvanisé et tu fais oh, non mais attends, ça a marché. Attends, encore un lancement. Non mais attends, j'ai fait, je sais pas, 50K, 60K, 90K, 100K. Vas-y, encore et encore et encore. T'es shooté. Donc ça fait partie de mes grands messages en 2020-2021. T'es shooté, tu vois, t'en peux plus là. Et du coup, tu t'identifies à cette image. Mais au final, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu sens que là, tu es aligné, tu es dans ta justesse? Moi, c'est ce que j'appelle la justesse intérieure. Est-ce que c'est... Mais en fait, la réalité, non. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, c'est que je vois ça, et je vois les gens, je vois le discours marketing, mais j'ai mes antennes qui se pluguent, et je fais ça c'est dissonant, la belle maltraitance là, c'est du bullshit en fait. Donc j'aspire aussi à ce que les personnes qui ont envie de se faire accompagner aillent sentir qu'est-ce qui est résonant, qu'est-ce qui est dissonant. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est dit, ce qui est montré? Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça sonne plein? Est-ce que ça sonne rond? Est-ce que ça sonne... Voilà. Ou est-ce que c'est creux? Et rien que ces deux points-là, tu vois, le premier, c'est ne pas vouloir être autre chose que soi-même. Et le deuxième, c'est est-ce que ça sonne quelque chose de bon et de vrai? Rien que ces deux dimensions, je pense qu'on révolutionne le monde de l'accompagnement. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, ça me donne envie de te demander. En fait, pour moi, je vois aussi les mêmes mécanismes en lien avec les shoots là dont tu parles quand on fait un lancement. Donc moi, avant, quand j'étais avocate d'affaires, il y avait aussi complètement ces shoots et je crois qu'on était tous shootés à ça quand il y avait des closings. Tu vois, je pense que ça te parle dans le milieu du business. On faisait un closing, etc. On était complètement shootés à la même chose. Et en fait, c'est le même mécanisme que je vois dans certains process de vente et des process marketing où on peut accueillir des gros montants d'argent d'un coup et puis ensuite il y a la rechute. Qu'est-ce que tu crois qui se joue en fait derrière ça? Est-ce que c'est justement en fait la source d'une peur, d'une manque et énergétiquement de déséquilibre au niveau des premiers chakras? Qu'est-ce qui se joue en fait pour toi dans ces formes d'addiction? Parce qu'en tout cas, moi, quand j'étais avocate, j'étais tout à fait consciente que c'était pas du tout sain et c'était pas du tout viable pour ma santé. Je le voyais à chaque fois après un closing. Souvent, j'avais des difficultés relationnelles dans mon couple. Enfin, ça faisait ressortir des choses et un degré de fatigue qui était pas du tout sain, quoi. Oui, alors il y a c'est un mécanisme complexe. C'est la même chose, c'est des shoots d'argent. C'est comme une drogue. Et j'ai une de mes anciennes clientes, je pense que tu la connais, qui en parle. J'ai fait mon interview avec elle. Et dans l'interview, on en a parlé. C'est Amandine Coteau qui disait qu'elle prenait de la drogue quand elle était plus jeune, qu'elle a eu cette expérience, tu vois, des shoots. Et en fait, elle est venue travailler avec moi en one-one. Enfin, elle a fait plusieurs accompagnements avec moi. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est justement quand elle a fait un gros lancement, qu'elle a eu une rentrée d'argent. Et en fait, elle a eu la même sensation que quand elle avait un shoot. Et ça a été, ok, il y a quelque chose qui ne va pas là, je ne suis pas dans quelque chose qui est juste pour moi dans ma relation à l'argent. Donc, ce qui se joue, oui, c'est plein de mécanismes, c'est en lien avec le système nerveux, c'est en lien bien sûr avec la sécurité. Donc, comme tu l'as dit, les chakras, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît. C'est une œuvre pour pouvoir avoir cette conscience et ce discernement où on va venir œuvrer. Moi, je le travaille bien sûr, comme tu l'as dit, sur les chakras, mais c'est surtout déjà d'en prendre conscience. Tu vois, je pense que la majorité des personnes n'en ont pas conscience qu'elles sont shootées aux injections d'argent. Mais en vrai, c'est hyper important de voir ça. Et la force que les personnes comme toi ou comme moi, ou la chance qu'on a, c'est qu'on a eu une vie professionnelle avant où on a vu les travers. Tu vois, on a vu ça. Moi, j'ai vu tellement de choses dans ma vie professionnelle, dans le luxe, que voilà, je me fais pas avoir. Mais des personnes qui n'ont pas ce bagage-là et qui ont toujours été que sur Internet et qui ont galéré pendant des années ou tu vois, qui vivotent et qui d'un coup ont des sommes d'argent comme ça qui arrivent, il n'y a pas de repère à côté. Donc tu te dis, bah non, c'est normal. Et puis si tu as un coach ou un mentor qui te galvanise dans ça, parce que lui-même est shooté dans ses injections d'argent, bah c'est la même chose. Et en fait, plus tu es dans ce schéma-là, plus tu nourris, en fait, ce que moi j'appelle la créature. Tu as créé une image et tu nourris cette image qui devient addict, en fait, à ces injections d'argent. Donc, tu dois devenir la personne qui est capable de tenir ces shoots d'argent. Et quand tu dis ça, tu te dis, en fait, on est dans un monde de junkies, donc c'est de la dépendance. Donc après, il faut faire un sevrage.
Et ce sevrage, ça peut être aidé par de l'énergétique pour comprendre en fait et venir se nourrir autrement, de sa propre énergie. On ne fait plus un transfert de je vais chercher à me nourrir avec l'argent, mais je vais chercher à venir me rétroalimenter d'amour pour moi-même. Et c'est comme ça qu'on le bypass, j'ai envie de dire, qu'on le guérit. Waouh, magnifique. Je sens que ça peut être un merveilleux mot de la fin, ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Mais je pense que même les gens, enfin moi je vais réécouter, je pense pour infuser vraiment. Il y a beaucoup de chances de guérison en fait dans notre relation à l'argent et à nos peurs en fait qui se jouent. Et en fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, tu disais au niveau collectif, on l'a quand même beaucoup vécu ces dernières années. Et ce qui est beau, c'est je trouve que ça apporte de la lumière sur des choses qu'on voyait pas avant. Donc, tout à fait. Non, mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un très beau mot de la fin. Et c'est OK, tu vois, juste peut-être remettre de la douceur sur c'est pas grave de pas le voir, c'est pas grave de pas l'avoir vu, mais une fois qu'on l'a vu, on se remet pas une couche derrière. On va pas se mettre de la culpabilité ou de la honte. Tu vois, c'est remettre aussi de la douceur dans le processus, parce que parfois on n'a pas conscience de nos mécanismes inconscients. Et quand on n'en a pas conscience, on n'en souffre pas. Mais parfois, la prise de conscience peut être douloureuse. Et là, on peut remettre des mécanismes qui viennent encore plus nous faire souffrir. Donc moi, juste à cet endroit, c'est OK, c'est pas grave. Maintenant, on sait. On ne savait pas, on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, on en a conscience. Comment est-ce qu'on va se mettre en mouvement pour pouvoir apprendre à faire autrement? Et c'est un apprentissage. Mais c'est un chemin de douceur, c'est un chemin de bienveillance, c'est un chemin de compassion envers soi-même et amour envers soi-même. Et c'est pas dans la violence et les exigences qu'on arrivera à transcender tout ça. Waouh, merci beaucoup. Ouais. Ce qui me vient, c'est le pardon, en fait, se pardonner, quoi. Moi, je sais que quand je vois ce type de mécanisme, bah, je me pardonne. Et ça apporte plus de compassion, comme tu dis, de paix et de douceur. C'est un mot que j'utilise beaucoup aussi. Donc, merci aussi de diffuser cette énergie de douceur que je trouve que tu incarnes magnifiquement. Merci vraiment, Julie, d'avoir pris ce temps pour partager ton expérience, ton parcours et cet échange ensemble. Je suis ravie d'avoir passé ce temps avec toi. Est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose pour les personnes, un endroit où peut-être les personnes peuvent te suivre? Oui, sur Instagram, Julie Bruel, et sur mon site web, juliebruel.com. Voilà. Et puis merci à toi pour ce merveilleux moment. J'ai adoré. Moi aussi. Ce sera au plaisir peut-être de retrouver une occasion pour vivre un échange comme ça. Merci beaucoup Julie et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Avec joie. Un grand merci pour ta présence sur ce podcast. Un grand merci pour ton écoute. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes actualités et mes ressources offertes. Et si tu sais que ce podcast peut aider une personne de ton entourage, alors partage-le parce que tu peux changer sa vie. À très bientôt!